Ces joyaux sont les bijoux acquis par les différents rois de France. Ils appartiennent à l'État. Ils sont exposés dans la galerie Apollon, ou pour certains, conservés dans les réserves du musée. Vincent Mélan est journaliste. Il connaît bien le Second Empire. Sous le Second Empire, la collection n'est pas enrichie d'une manière extraordinaire. Il n'y a pas de pierres majeures qui rentrent dans la collection. Mais il se trouve que l'impératrice Eugénie est une femme à la fois très élégante, très inventive et qui adore les bijoux, qui adore sa toilette. C'est quelque chose qui est très important pour elle. Elle a fait transformer quasiment la totalité du trésor, en tout cas pour les diamants et les perles. Cette couronne impériale a été spécialement réalisée pour Eugénie. 56 émeraudes et 2480 diamants la composent. On sait que l'impératrice Eugénie adorait les bijoux et tout particulièrement les diamants. Aussi, en vue de son mariage avec Napoléon III, la commission municipale de Paris a décidé de lui offrir un collier. Et pour cela, elle fait voter une somme de 600 000 francs, qui à l'époque est très importante, puisque cela correspondrait aujourd'hui à 1 500 000 € pour la création d'un collier. Tous les bijoutiers de la place de Paris se réjouissent et attendent la commande. Et à la surprise générale, eh bien, l'impératrice Eugénie décide d'affecter cette somme, non pas à la création de ce collier, mais à la construction d'un établissement pour l'éducation des jeunes filles pauvres, nécessiteuses ou orphelines. Et c'est l'établissement dans lequel nous nous trouvons. Il y a ici 2 témoignages qui rappellent cet acte généreux. Le premier se trouve dans la chapelle. Ce premier témoignage, c'est cette peinture murale réalisée par le peintre Félix Barrias qui représente l'impératrice Eugénie offrant symboliquement ce fameux collier aux jeunes filles de l'institution. Et pour bien marquer le fait que cet événement a eu lieu lors de son mariage, eh bien, le peintre, qui s'est lui-même représenté à la droite d'une des religieuses, a peint l'impératrice dans sa robe de mariée, à l'exception près que cette robe était constellée de pierres précieuses et notamment de diamants et que là, il la jouait beaucoup plus sobrement. Le deuxième témoignage, eh bien, c'est la forme de ce bâtiment qui est l'œuvre de l'architecte Hittorf et qu'il a dessiné en forme de collier, ce que l'on voit merveilleusement vu du ciel. Paris, sous le Second Empire, vit une période fastueuse. L'impératrice Eugénie donne le ton, elle lance les modes. Son goût personnel s'exprime chez Mellairiau, dit Meller. C'est la plus ancienne maison de joaillerie au monde. Installé rue de la Paix, le savoir-faire de Meller est réputé sous le Second Empire. Ici, les mains expertes des orfèvres polissent et embellissent depuis des siècles diamants et pierres précieuses. Olivier Mellairiau représente la 14e génération de la maison Meller. C'est au sous-sol de l'établissement que sont conservées toutes les archives. Alors, vous avez devant vous ce que dans le langage d'époque, on appelait les mains courantes, c'est-à-dire le livre de clients. En fait, on a un livre par an. Et là, je l'ai ouvert à la page de Sa Majesté l'impératrice. Alors, on peut regarder sur cette colonne la fréquence de ses achats. Si on regarde, par exemple, ici, avril, elle est venue le 11, le 19, le 27 avril. En mai, elle est venue le 2, le 7, le 9, le 14. Elle achète des choses très importantes comme
Le 8 février, un collier de perles 4 rangs avec un cadenas émeraude et diamant composé de 223 perles pour un total de 87 000 francs or. Eugénie reste à ce jour la grande cliente de toute l'histoire de la joaillerie. Ce bracelet est un fidèle témoignage des goûts de l'impératrice. Diamants, perles, émeraudes, il réunit tout ce qu'elle préférait. Sous le Second Empire, les joailliers réalisent de véritables prouesses techniques pour répondre aux exigences de leur clientèle. Quand on regarde ce diadème, on peut penser que ce n'est qu'un diadème. Et en fait, les femmes aimaient bien transformer leurs bijoux. Il y avait le soir où on avait grande tenue, et puis pendant la journée, on pouvait avoir des choses plus simples. Et on voit que ce diadème, quand on le regarde un peu, on s'aperçoit qu'il peut être transformé en 5 pièces de corsage qui peuvent être portées à d'autres moments de la journée. Nous sommes en 1855. Sous les verrières de l'ancien palais de l'Industrie, situé sur les Champs-Élysées, se réunissent 25 États et leurs colonies. L'occasion de démontrer à tous la grandeur de la France. Cette manifestation permet aux joailliers de démontrer leur savoir-faire, à commencer par cet homme, Frédéric Boucheron. Grâce à son talent, il va peu à peu imposer son style, mais aussi son nom. À la fin du Second Empire, sa notoriété est telle qu'il quitte le palais royal pour s'installer lui aussi place Vendôme, là où se presse le tout Paris. Frédéric Boucheron est le premier à s'installer sur cette place Vendôme. C'est lui qui a l'idée le premier de venir ici. C'est l'emplacement qui est le plus orienté vers le sud, sur la place. Et donc pour les pierres précieuses et particulièrement les diamants, c'est un emplacement qui a une lumière exceptionnelle. Donc surtout en fin de journée, l'après-midi, on peut tout à fait imaginer Frédéric Boucheron assis ici. S'il est tourné le dos à la fenêtre, il a la lumière qui arrive vraiment directement sur les pierres précieuses qui sont devant lui. Donc c'est vrai que l'orientation de ce lieu, de cette maison, est assez exceptionnelle pour juger et pour estimer les pierres précieuses. Il est le premier, par exemple, c'est un grand amateur et négociant en diamant. Le diamant est vraiment sa pierre, c'est la pierre qui est importante pour lui. Et donc, il a cette idée révolutionnaire, par exemple, de tailler le diamant. C'est-à-dire je ne vous parle pas de facettes, mais il fait graver le diamant, donc on fait des dessins sur la surface du diamant, ce qui est un exploit technique, parce que le diamant est la pierre la plus dure, donc graver le diamant, c'est pas comme graver une pierre semi-précieuse, comme, je sais pas, même un saphir. Un saphir est beaucoup plus facile à graver qu'un diamant. Donc toutes ces inventions, toutes ces innovations que Frédéric Boucheron a eues et a mis en place à la fin du XIXe siècle, un siècle plus tard, sont toujours utilisées parce qu'elles sont efficaces, parce qu'elles font partie des fondamentaux de la joaillerie. Ce sont ce qu'on appelle des icônes de la joaillerie.